Accessible French. Français relativement facile. Niveau intermédiaire. Nicolas is going to tell us a bit about the language situation here in Quebec, la situation du Québec en termes de langue. So I'll let Nicolas take it from here. Merci. D'abord, peut-être. Est-ce que vous voyez? Non, c'est trop éclairé, trop lumineux. Ok. Comment je fais ça, moi? Peut-être il n'y a pas. Parce que là, on ne voit pas. Vous voyez ou Ouais, ça va. Ça va? Ok. Bon, alors c'est ça. Donc, pardon? Oui, j'essaye. J'essaye, mais je voudrais au moins cette rangée. Est-ce que tu peux chercher quelqu'un? Ouais. C'est ça? Ah. Voilà. Bon. Donc, on est légèrement en retard. C'est pas grave. Donc, la situation linguistique du Québec. Alors, vous êtes nombreux à venir à Montréal d'endroits lointains ou moins lointains. Et pour beaucoup d'entre vous, et on le pense, et c'est pour ça que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous pensons que Montréal est un bon endroit pour faire un festival comme le Langfest, c'est sa situation linguistique particulière. Donc, au Québec, on parle français et on est en Amérique du Nord, et ça, c'est une particularité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, la situation linguistique du Québec, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas contourner, qu'on ne pouvait pas laisser passer dans un événement comme le Langfest. Donc, je vais parler principalement, en fait, des populations francophones et anglophones au Québec et un petit peu dans le reste du Canada. Donc, ça, c'est une carte du Canada. On voit les principaux bassins de population ici, majoritairement francophones, majoritairement anglophones en jaune et majoritairement bilingues en orange. Je n'aurai pas le temps de parler des langues autochtones, malheureusement. Évidemment, il y a des langues autochtones au Québec, mais c'est un sujet extrêmement vaste en soi. Donc, je préfère les laisser à une présentation autre, peut-être malheureusement qu'on n'a pas pu faire cette année, et peut-être l'année prochaine. Le sujet est vraiment intéressant, mais malheureusement, je suis ni compétent et je n'ai pas le temps non plus pour vous expliquer de quoi il retourne. Donc, ça, c'est une carte du Canada. Vous savez où on se trouve, au Québec. Il y a 10 provinces au Canada. Et donc, bien sûr, quand on pense aux Français au Canada, on pense au Québec. Mais il faut quand même garder en tête qu'il y a des communautés francophones partout au Canada. Donc, voilà les drapeaux des différentes communautés francophones du Canada. Ici, il y a un problème d'alignement, ça devrait être ici sur l'Acadie, sur les Maritimes. En fait, tous les drapeaux sont désalignés. Voilà. Hier, peut-être c'est un problème de compatibilité, mais donc il y a des communautés francophones partout au Canada. Je vais me concentrer sur le Québec, mais sachez quand même qu'il y a des francophones partout au Canada. Par exemple, les Acadiens qui sont dans les provinces maritimes, surtout dans le nord et l'ouest du Nouveau-Brunswick, qui est une province donc à l'est du Québec. Et les plus nombreux hors du Québec, les franco-ontariens, donc qui sont les francophones qui vivent dans la province de l'Ontario à l'ouest, donc voilà les zones de population francophone. Je vous le dis, ils existent, ils sont intéressants, on les oublie souvent, mais je vais devoir me concentrer sur le Québec parce que c'est ici qu'on est, donc je vais me concentrer sur la situation locale. Carte du Québec, carte de Montréal, le Québec est vaste, Montréal est tout au sud. Et on commence. Donc, pour vous donner un petit peu un portrait de la situation linguistique au Québec et au Canada, 85% des francophones vivent au Québec, 85% des francophones au Canada vivent au Québec, et à peu près 80%, plus ou moins, on voit les statistiques ici, de la population québécoise est francophone. J'ai mis les statistiques de 2011 qui sont toutes disponibles. Il y a des statistiques de 2016 qui sont en train d'être rendues disponibles, mais elles sont encore incomplètes. Donc, pour l'instant, j'en reste à 2006-2011 ici.
Donc, on voit qu'il y a vraiment une concentration des francophones au Québec et c'est le Québec qui porte l'essentiel de la langue française au Canada, même s'il y en a aussi à l'extérieur de la province et même s'il y a des anglophones et bien sûr ce qu'on appelle des allophones. C'est un terme qu'on utilise au Canada pour les gens qui ont une langue maternelle autre que le français et l'anglais. Et bien sûr, comme le Canada est un pays d'immigration, il y a beaucoup de langues, des langues de la planète entière, dont certaines sont représentées ici dans cette salle et au Langfest, et certainement à Montréal. Donc il y en a aussi beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on parle français au Canada aujourd'hui? Donc je ne vais pas faire tout l'historique. Il y a quelques mois, j'ai présenté une version de cette présentation au Polyglot Gathering de Bratislava et j'ai passé presque une demi-heure à parler d'histoire parce que je parlais trop. Donc on va très rapidement passer là-dessus. Donc à partir du XVIe siècle, la France commence à explorer et à coloniser une grande partie de l'Amérique du Nord à partir du fleuve Saint-Laurent et établit en fait deux colonies. La première, c'est la Nouvelle-France, qui est venue après d'ailleurs, après avoir fondé l'Acadie. Donc l'Acadie et la Nouvelle-France, deux colonies françaises à cette époque-là en Amérique du Nord. Et donc elle se développe grâce au commerce des fourrures. Et au fur et à mesure des années, des Français viennent s'y établir, ce qui fait que vers 1760, il y a déjà 60 à 70 000 francophones qui vivent surtout dans la vallée du Saint-Laurent, donc là près du mot Canada sur la carte. Après ça, les colonies françaises à la suite de guerre sont cédées à la Grande-Bretagne. Donc, l'essentiel de ce qui deviendra le Québec passe sous contrôle britannique. Mais la majorité des francophones restent sur place. On voit sur ce territoire apparaître des anglophones qui sont en grande partie des Américains loyalistes, donc loyaux à la couronne d'Angleterre, qui décident de migrer vers des territoires qui sont restés britanniques, comme ce qu'on appelait à l'époque la province de Québec, Province of Quebec. Donc on voit déjà apparaître... 15 minutes? Oh, wow. Voilà pourquoi. Donc on voit déjà apparaître une dualité entre francophones et anglophones au Canada. Ensuite, okay. On a commencé plus tard, donc Donc, où est-ce que j'en étais? Donc voilà, donc très rapidement, régime anglais, on voit apparaître une dualité français-anglais. Les francophones restent concentrés là où on est, c'est-à-dire à peu près dans la vallée du Saint-Laurent, donc essentiellement ici, et une zone de population anglophone se crée ici, mais aussi ici, et par l'immigration dans d'autres parties du Canada. On voit déjà apparaître des communautés francophones, notamment au Manitoba, en Ontario, et aussi, on peut peut-être en parler très rapidement, en Nouvelle-Angleterre, dans le nord-est des États-Unis, beaucoup de descendants aujourd'hui de Canadiens français, comme on disait, c'était le terme qu'on utilisait pour les francophones du Canada, qui sont partis parce que la population francophone augmente de manière extrêmement forte au 19e siècle et au 20e siècle. Pourquoi? Parce que donc la société est conservatrice, contrôlée par l'Église, encourage la natalité, et il va se passer ce qu'on appelle la revanche des berceaux. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir énormément un taux de natalité extrêmement élevé parmi les francophones canadiens. Et ils vont être obligés, pour trouver du travail, d'aller un peu partout, de coloniser le Québec même, mais de partir dans certains cas, donc en Nouvelle-Angleterre ou dans d'autres provinces canadiennes. Et ça nous amène proche de l'époque actuelle. Donc, la société reste relativement statique, donc forte natalité, un statut socio-économique relativement bas, l'économie étant contrôlée par les Britanniques au Canada. Et ça, c'est jusqu'aux années 60. Dans les années 60, on va voir apparaître un phénomène qu'on appelle la Révolution tranquille, donc qui est une période de grands changements très rapides au cours de laquelle les francophones vont prendre leur place économique, prendre leur place au niveau éducatif aussi, s'éduquer beaucoup plus. Et le Québec, et c'est là qu'on arrive à la période actuelle, va s'affirmer et affirmer la primauté du français sur son territoire, puisque le français, pendant longtemps, au Canada, a été considéré comme une langue finalement de pauvres, une langue dévalorisée. Et on va atteindre donc
des statuts plus élevés qui vont faire en sorte que voilà, le Québec va se réaffirmer comme société légitimement francophone et les francophones comme on disait, entre guillemets, maîtres chez eux, c'est-à-dire qui étaient en pleine capacité de fonctionner dans leur langue à tous les étages de la société. Donc on arrive, voilà, l'histoire en 10 minutes, j'ai réussi. J'ai fait énormément de raccourcis, mais c'est le portrait. Colonisation française, ensuite colonisation britannique, dualité français-anglais, bas statut du français au début, remontée du statut du français. On se trouve donc au Canada. Voici ça, c'est le drapeau du Canada de 1867 jusqu'à 1965. Drapeau du Canada actuel et drapeau du Québec. Donc le Canada est une fédération, un État fédéral, comme les États-Unis ou l'Allemagne. Et les provinces, qui sont les États fédérés, donc ont certains pouvoirs, dont nombreux sont ces pouvoirs qui vont s'appliquer ou qui vont avoir des impacts sur la langue. Lesquels? Donc, en particulier, on va avoir des pouvoirs en éducation, plus récemment en immigration. On va avoir des pouvoirs en services sociaux, en santé, en matière aussi de droit civil. Donc, la plupart des sujets qui touchent directement à la population sont administrés par les provinces, ce qui permet au Québec de continuer à administrer sa population en français. Donc, première grande loi, finalement, de législation linguistique au Canada, et qui est toujours en vigueur à l'époque moderne, la loi fédérale, donc la loi sur les langues officielles, qui a été promulguée en 1969, et pourquoi elle a été promulguée? Parce que à cette époque, on voit donc une montée des francophones dans la société, une montée du nationalisme québécois, et Pierre Elliott Trudeau, père de Justin Trudeau, et son parti donc, avait dans l'idée de dire, bon, pour permettre d'endiguer, entre autres, le nationalisme québécois et de prendre acte finalement de la place nouvelle des Canadiens francophones dans le pays, on va dire que les deux langues sont égales. Donc, dans les institutions fédérales, il y a égalité du français et de l'anglais. Donc, le Parlement, l'armée, les entreprises publiques fédérales comme Post Canada, Air Canada, Radio-Canada ont le devoir, de par la loi, de fournir des services dans les deux langues officielles du pays. Souvent, en pratique, ça peut être un peu plus compliqué. Par exemple, est-ce qu'il est facile toujours pour Air Canada de fournir des services en français sur un vol Vancouver-Calgary, entre deux provinces anglophones? Ça peut quelquefois être compliqué. On l'observe. On voit souvent des articles. Donc, mais la loi, la réglementation oblige donc toutes ces entités à fonctionner dans les deux langues. La loi garantit, en tout cas dans sa version actuelle, aussi des services et de l'éducation aux minorités linguistiques de langue officielle, c'est-à-dire les anglophones au Québec et les francophones à l'extérieur du Canada. Donc je vais en parler plus tard de l'éducation, mais dans chaque province canadienne, aujourd'hui, il y a deux systèmes parallèles, un système anglophone et un système francophone, et ça c'est garanti constitutionnellement actuellement. Et il y a toute sorte de système pour assurer le respect des droits linguistiques. Comme je dis, donc, ça peut dans certains cas être difficile selon l'environnement local, mais c'est comme ça qu'on le fait. Parallèlement, quelques années plus tard, donc, le gouvernement du Québec, mené par René Lévesque, gouvernement souverainiste, donc favorable à l'indépendance du Québec, lui trouve que la place du Québec et du français au Canada n'est pas assurée, et donc veut aller plus loin et promulgue ce qu'on appelle la Charte de la langue française, qu'on appelle souvent Loi 101, et ça, je vais avoir plusieurs diapositives sur ce sujet, parce que c'est la loi linguistique vraiment la plus importante au Québec. Première chose qu'elle fait, c'est qu'elle dit, au niveau du Québec, au niveau de la province du Québec, le français va être seule langue officielle. Il va y avoir aussi plusieurs dispositions extrêmement importantes qui vont être amenées par la loi, notamment en éducation. Donc, à l'époque, dans les années 70, on sort d'une période où, à partir des années 50 et même avant, il y a beaucoup d'immigration, surtout à Montréal.
Et je vais vous en parler plus tard de la situation à Montréal. Beaucoup de ces immigrants envoient leurs enfants à l'école anglophone. Donc, la plupart des immigrants parlent anglais, parlent peu ou mal français, et le français au Québec se retrouve finalement en risque de minorisation parce que la plupart des immigrants ne vont pas dans les écoles francophones, donc n'apprennent pas le français et ne s'intègrent pas à la société québécoise. Donc, première chose que la loi va faire, c'est de dire que seuls les anglophones, en fait, ont le droit d'aller à l'école anglophone. Tous les autres, francophones et immigrants, eux, vont aller à l'école francophone pour pouvoir apprendre le français et s'intégrer à la société québécoise francophone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux systèmes complets parallèles, francophone et anglophone, mais le système francophone donc, a finalement, d'une certaine manière, priorité, ou est celui auquel la majorité des gens vont, au moins jusqu'à la fin de l'école secondaire. Après ça, le choix est libre, mais jusqu'à environ 18 ans, tout le monde, à part les gens qui ont déjà étudié en anglais au Canada, va dans le système francophone. Ça, pour assurer la primauté du français dans la société québécoise. Sinon, il y avait un risque que la langue partout dans la société devienne l'anglais et que le statut du français finalement retombe après avoir commencé à remonter. Ça a donné tout un phénomène qu'on appelle notamment les enfants de la loi 101, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement de génération à partir de 1977. Ces enfants qui sont allés à l'école francophone et qui ont appris à parler français, qui sont intégrés à la société québécoise, finalement, ils forment une sociologie ou un groupe de population assez différent de ceux d'avant parce qu'ils sont allés dans un système scolaire complètement différent. Ensuite, vous parlez des dispositions sur l'affichage. À l'époque, dans les années 50, une grande partie de l'affichage commercial, par exemple, surtout au centre-ville, était en anglais, alors même que Montréal était une ville majoritairement francophone. On peut le voir. La loi 101 va décider de donner un visage français à l'affichage partout au Québec, mais surtout à Montréal, parce que ça a une importance symbolique importante. Une importance symbolique importante. Ça veut dire que c'est important. Parce que quand on est dans une société qui veut s'affirmer francophone, eh bien, il est finalement assez logique que le visage de la ville, le visuel et la communication se fassent aussi en français. Donc aujourd'hui, on voit du français partout. On peut afficher en d'autres langues, mais le français doit prédominer. C'est ça que la loi dit. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça depuis à peu près les années 70 avec plusieurs modifications en chemin. Donc voilà. J'en ai beaucoup. Aussi des panneaux arrêt, chose qu'on voit. Il y a certains pays qui n'ont pas le panneau stop. Je sais que par exemple au Mexique, c'est alto, mais ici au Québec, on a des panneaux arrêt, ce qui surprend souvent les gens. Des panneaux arrêt stop aussi. On a même des panneaux dans les langues autochtones, dans les zones où elles sont parlées. Ensuite, autre point extrêmement important, donc la loi va tenter de faire du français la langue normale de travail. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, les francophones vont être finalement relativement en bas de l'échelle et les décisions économiques dans les milieux de travail se prennent en anglais. Donc, la loi va garantir le droit en fait de travailler en français. Donc, l'idée étant que si finalement on vit dans une société francophone, on a été éduqué en français, il faudrait pouvoir aussi travailler en français. Et donc ça fait partie des droits reconnus par la loi. Maintenant, les situations sont extrêmement variables parce que quand on parle d'entreprises, y compris de petites entreprises, on est dans des situations extrêmement micro. Donc, on ne peut pas nécessairement agir sur les comportements individuels des gens à tous les niveaux. Donc, on trouve des situations où des entreprises bilingues, des entreprises majoritairement anglophones à Montréal, des entreprises majoritairement francophones, peut-être même des entreprises où on parle d'autres langues. Mais le fait est que la loi garantit le droit de travailler en français, jusqu'à, par exemple, le fait qu'on va exiger des grandes entreprises qu'elles fournissent, par exemple, des logiciels en français à leurs employés. Certains entrepreneurs ont pu considérer donc, ces dispositions comme étant une contrainte, mais il faut aussi voir que le fait français au Québec, le fait de parler français,
Ça a pu être perçu par certains par une contrainte, mais il y a des secteurs économiques entiers qui reposent là-dessus. Par exemple, le secteur de la traduction, le secteur de la traduction de jeux vidéo en particulier, par exemple, qui est assez florissant à Montréal. Le Langfest, qui est intéressant, pourquoi? Parce que Montréal est une ville où on parle français, donc il faut quand même penser, je pense, ça aussi. Il y avait beaucoup de pléonasmes. Avec moi, vous pouvez apprendre pas seulement la situation linguistique du Québec, mais aussi les pléonasmes. Il faut penser que ça peut aussi, il faut vraiment voir finalement le fait qu'on continue à parler français dans la société québécoise, je pense, comme une opportunité, y compris économique. Donc, l'un des grands buts de la loi 101, c'était finalement intégrer les nouveaux venus au Québec, les néo-québécois, comme on dit souvent, à la société québécoise par le français, en permettant le maintien du français comme langue publique, chose qu'on peut seulement faire si tout le monde ou presque sait parler français, en allant à l'école francophone. On va voir donc une sélection des immigrants qui se fait en partie au Québec, qui va favoriser les immigrants qui ont déjà une connaissance du français pour pouvoir avoir un accès plus facile à la société québécoise. Et finalement, la loi 101 et l'éducation en français, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait essentiellement des gens qui sont aujourd'hui bilingues ou trilingues, parce que la plupart des gens qui sont allés à l'école francophone ont appris l'anglais aussi. En Amérique du Nord, on apprend l'anglais très très souvent parce que l'environnement est très fortement anglophone. On a aussi beaucoup d'immigrants qui parlent une troisième langue, donc beaucoup de gens vont parler la langue de leurs parents ou la leur propre s'ils sont venus eux-mêmes, français et anglais. Aujourd'hui, le Québec, qui a donc politique linguistique volontariste, qui affirme le français, c'est quand même la province canadienne qui a le taux de bilinguisme le plus élevé au Canada. Donc, ce qui est normal, puisque c'est en tant que finalement minorité sur le continent, comme on le voit souvent, c'est les minoritaires qui portent finalement le poids ou l'avantage selon du bilinguisme. Mais donc en 2011, à peu près 42%, c'est un petit peu plus maintenant même, des résidents québécois disaient qu'ils étaient capables de soutenir une conversation en français et en anglais. Je n'ai pas mis les allophones, mais une bonne partie de ces gens-là, en fait, probablement pourraient le faire en 3 langues même. Ils devraient venir au Langfest. La situation à Montréal. Montréal, c'est là que ça se passe. Combien de temps il reste là? Enfin, il est quelle heure? Les 5 minutes. Ah, c'est bon, j'arrive à la fin. La législation linguistique du Québec a été faite pour essentiellement Montréal. Parce que c'est vrai que l'extérieur du Québec à Montréal a tendance à être assez uniformément francophone. Pas seulement, mais quand même relativement uniformément francophone. Mais l'action se passe à Montréal. Pourquoi? Parce que Montréal, c'est une ville qui a 2 pôles, finalement. Un pôle anglophone, un pôle francophone. Et aujourd'hui, c'est toute une zone où on parle toutes sortes de langues. Donc ici, toutes les langues autres sont représentées ici en vert. Et c'est dans les zones qui sont majoritaires. On peut penser ici, c'est autour de la petite Italie. Ici, c'est probablement un mélange de français, de créole haïtien. Il y a beaucoup d'endroits où on va voir du mandarin, du cantonais. Donc, Montréal, c'est l'enjeu linguistique. Parce que c'est là que se passe l'activité économique, culturelle. Il y en a ailleurs, mais c'est vraiment c'est le pôle. Donc, Montréal a un taux de bilinguisme à cause de ça extrêmement fort. Et d'ailleurs, c'est probablement la loi 101 qui l'a permis, puisque la plupart des gens qui parlent français vont être amenés aussi à parler anglais et aussi une autre langue. Donc, je pense vraiment que, en tout cas là, c'est mon opinion, mais je pense qu'on peut le voir par les statistiques que je vous ai montrées. En fait, la loi 101 a eu un effet extrêmement positif sur les connaissances linguistiques dans la région de Montréal. Oups, ça. Donc là, les langues parlées à la maison, on voit à Montréal, on voit que c'est très divisé. 62%, 59% à peu près, donc on est dans les 56% aujourd'hui, un peu plus petite majorité qui parlent français à la maison, environ 10% anglais,
environ 7% une autre langue, et ensuite des combinaisons des deux. Donc ça fait quand même ici pas mal quand on additionne 8 plus 5 plus 9. Bon, on voit quand même une proportion relativement importante qui a une troisième langue à la maison. Mais ça représente bien Montréal. Montréal, une ville finalement avec avec une majorité francophone, mais une majorité francophone quand même pas extrême. Et c'est pour ça que l'aménagement linguistique au Québec, les lois linguistiques du Québec, finalement, essaient de prendre en compte la réalité de Montréal et permettre que le français continue à y avoir droit de cité. C'est le but, en tout cas, de la législation. Les attitudes. Les attitudes des gens, ensuite, sont très variables. Alors, il y a des gens beaucoup de gens sont pour la législation linguistique au Québec, d'autres sont moins pour. Aujourd'hui, quand même, on peut dire que comme le taux de connaissance de la langue de l'autre, du bilinguisme est élevé, il n'y a quand même pas énormément de problèmes de communication en pratique. Il y a quand même une assez bonne acceptation du fait qu'aujourd'hui, le Québec est francophone, mais qu'il y a beaucoup d'autres langues qui sont parlées. Souvent, en lien avec le français et l'anglais, la règle dans les commerces, c'est de servir le client dans sa langue. Donc, on s'attend, la plupart des gens s'attendent à ce qu'entrant dans un commerce, s'il parle anglais, il se fasse servir, s'il parle français, il se fasse servir en français, s'il parle anglais, il se fasse servir en anglais. Et donc, c'est ça. Et là, j'ai mis ici allophone et français parce que c'est la clé. On voit dans les statistiques, on a vu dans les statistiques que je vous ai montrées, il y a de plus en plus, au fil des années, d'allophones à Montréal. Les allophones peuvent bien sûr parler leur langue, quelle qu'elle soit, mais l'idée, c'est qu'ils soient capables de fonctionner en français dans la société québécoise. C'est ça que vise la loi. Donc, il y a beaucoup d'actions linguistiques à Montréal, y compris ici aujourd'hui. Côté des médias, au Québec, on voit des médias dans les deux langues et même dans d'autres langues. Donc, on voit la presse, Le Devoir, le Journal de Montréal, Métro en français, Radio-Canada, mais aussi le Montreal Gazette. Radio-Canada a son pendant anglophone partout au Canada, comme je l'ai expliqué. Donc, on a vraiment un accès aux médias dans les deux langues au Québec et surtout à Montréal. Et même donc, des médias russes, par exemple. Nous, Langfest, on a fait de la publicité dans des médias russes de Montréal, en russe. Tetsu a donné une entrevue en mandarin il y a un jour, 2 jours. Donc, c'était aussi un magazine qui s'appelle Au Québec. Et c'est du chinois. Et beaucoup de médias allophones, c'est ça ce que j'étais en train de dire. Donc voilà, donc pour conclure, le Québec, c'est un peu un pont entre deux mondes, puisqu'ici, c'est une carte du français dans le monde. Le Québec se sent souvent isolé en Amérique, puisque c'est la seule grande société à parler français en Amérique. Bon, il y a d'autres zones où on parle français, Haïti, les Antilles françaises, mais c'est la plus grande société francophone en Amérique du Nord. Et même si le Québec est isolé, il ne faut pas oublier, je pense que c'est un pont vers tout le monde qu'on voit en bleu, qui communique en français. Et c'est ça qui rend le Québec intéressant. Et même, j'ai envie de dire, un pont vers... Ah bon, ça ne veut pas montrer. Bon, ça ne veut pas. C'était une carte des langues romanes, puisque je pense qu'il y a pas mal d'affinités entre le Québec et l'Amérique latine, du fait de parler une langue latine. Et l'espagnol est assez enseigné au Québec. Pas mal de Québécois parlent espagnol à divers niveaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est intéressant. Et finalement, je vais faire quelques comparaisons internationales. On voit les drapeaux ici de noms qui ne s'affichent pas, mais je vais vous les dire. Merci PowerPoint. La Belgique, la Catalogne et l'Irlande, pour 3 raisons complètement différentes. La Belgique, c'est intéressant de la comparer avec le Québec parce que là-bas, en fait, c'est le français qui domine, même s'il est minoritaire en nombre. On voit, par exemple, Bruxelles au milieu, qui était une ville flamande il y a à peu près 100 ans, 150 ans. Aujourd'hui, une ville francophone. Et eux, ils vivent une situation qui est un peu inversée, parce que le français a tendance à être plus attirant pour les immigrants là-bas. Mais malgré tout, ce sont les Flamands qui parlent néerlandais qui, eux, réclament leur indépendance, alors qu'ils sont majoritaires. C'est assez compliqué.
mais c'est la première comparaison qu'on peut faire. Donc, il y a un peu un reflet, un peu un miroir qui peut se faire avec la Belgique sur ces points-là. Et qu'est-ce que je voulais dire sur la Belgique? J'ai perdu. Donc, comme on ne peut rien dire sur la Belgique, mais à part que c'est intéressant, on va passer à la Catalogne. Catalogne qui est peut-être un des parallèles les plus simples à faire parce qu'on parle d'une région autonome dans un État qui parle majoritairement une autre langue, qui promeut sa langue assez fortement. À ma connaissance, par exemple, il y a aujourd'hui un seul système d'éducation en Catalogne et tout le monde va au système d'éducation catalan. Alors l'affichage est complètement bilingue, mais là-bas on insiste beaucoup quand même sur l'apprentissage du catalan pour les immigrants, comme c'est ce que fait finalement le système d'éducation. Tout le monde est bilingue catalan-espagnol. Donc, la Catalogne je pense, se voit un petit peu comme le Québec. Il y a pas mal de liens, par exemple, ici à l'UQAM, à l'université, il y a, je pense, un département d'enseignement du catalan. On en voit assez. Et finalement, le dernier point, le dernier parallèle que je voudrais faire qui peut être intéressant, donc je ne rentre pas dans les détails, mais je vous dis juste pourquoi je trouve que c'est intéressant, c'est l'Irlande. Parce que l'Irlande, on peut un peu le voir comme un Québec en miroir. L'Irlande, donc, c'est un peuple, finalement, comme les Québécois francophones, qui étaient catholiques, qui a vécu longtemps sous domination britannique et protestante. Et ils sont devenus indépendants en 1922. Mais en 1922, ils avaient déjà perdu l'irlandais comme langue majoritaire. Donc, les deux situations peut-être se sont ressemblées pendant assez longtemps, mais aujourd'hui, l'Irlande est un État indépendant qui ne parle pas sa langue, et le Québec est un État donc non indépendant, non souverain, mais qui parle quand même sa langue. Donc, il y a un effet de miroir comme ça, sans compter du fait que partout en Amérique du Nord, y compris au Québec, il y a eu énormément d'Irlandais qui sont venus au cours du 19e, 20e siècle. Donc, il y a des liens aussi par ce biais-là. Mais j'ai toujours vu un petit peu l'Irlande un peu comme la Belgique, mais d'une autre manière, comme une sorte de miroir par rapport au Québec. Ce pas les mêmes éléments qui sont restés. Donc, merci. J'espère que ce n'était pas trop compliqué à suivre, trop compliqué à comprendre, et j'espère que je n'ai pas trop parlé. Quelle heure il est? 40? Ah, ça va. On peut prendre des questions. Allez. Oui, monsieur. Oui. Oui, c'est vrai, je n'ai pas mentionné le... Oui, je l'ai montré, je ne l'ai pas mentionné. Très bon commentaire. Effectivement, le drapeau de Montréal est très intéressant. D'ailleurs, je crois que son symbolisme officiel n'existe pas, par exemple, parce qu'on voit quoi? C'est le drapeau de l'Angleterre, la croix de Saint-Georges, rouge sur fond blanc, avec la fleur de lys française, la rose anglaise, le chardon écossais et le trèfle irlandais. Tous ensemble, qui effectivement représente un petit peu quelque chose de Montréal. J'avais essayé de trouver le symbolisme réel. Est-ce que c'était vraiment la croix de Saint-Georges de l'Angleterre qui était utilisée? Je crois qu'officiellement, c'est marqué nulle part. C'est probablement le cas. Je ne sais pas exactement de quelle époque date ce drapeau. Je suppose qu'il date après la conquête britannique. Mais effectivement, il a un symbolisme vraiment assez intéressant. Et d'ailleurs, peut-être si on remonte tout au début, dans la francophonie d'Amérique du Nord, c'est quelque chose qu'on peut voir. Voilà. Là où les drapeaux sont pas sur les provinces et sont partout. Donc on peut jouer comme ça, à les remettre. Ah, ici c'est là, ici c'est là. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Fleur de lys, fleur de lys, fleur de lys. Le drapeau du Québec, fleur de lys, on l'a vu. La fleur de lys, du Québec, domine en matière de symbolisme de francophonie en Amérique du Nord, alors qu'en Europe actuellement, en France, on voit des fleurs de lys nulle part. Pour un Français, la fleur de lys, c'est le symbole de la royauté. Et ici,
c'est le symbole non plus du roi, mais juste, en fait, du français. Sauf à un endroit, c'est rigolo, en Acadie, où à la fin du 19e siècle, ils ont adopté le drapeau français tricolore pour constituer leur propre drapeau en y ajoutant une étoile. Et je suis allé en Acadie, donc sur la côte du Nouveau-Brunswick l'année dernière, et j'ai jamais vu autant de drapeaux tricolores de ma vie. Jamais. En France, j'ai jamais vu de... je suis né en France, j'ai passé la majorité de ma vie ici, j'ai passé 17 ans ici. En France, on voit jamais autant de drapeaux bleu, blanc, rouge qu'en Acadie. Autre question? Oui. C'est vrai, j'ai essayé, vous avez raison, j'en avais plus mis sur le texte et j'essaye d'accélérer parce que la dernière fois, j'ai fini l'histoire à la fin de aux 30 minutes. Donc, mais oui, il y a effectivement deux réseaux, non seulement d'éducation parallèle, mais il y a deux réseaux universitaires parallèles. Donc déjà, on se trouve à l'Université Concordia, ici, université anglophone à Montréal. L'autre, c'est l'Université McGill. J'ai d'ailleurs étudié il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Je commence à être vieux, presque. Presque. Et l'Université de Montréal, l'UQAM et aussi d'autres institutions qui dépendent du réseau de l'Université du Québec. Donc oui, 4 grandes universités, 2 anglophones, 2 francophones. Et c'est vrai que c'est vrai qu'on voit ça nulle part ailleurs, ni ailleurs au Canada, ni probablement ailleurs dans la francophonie. Oui. Ça, ah oui, ça c'est le drapeau de la province du Nouveau-Brunswick. Donc ça, c'est la province du Nouveau-Brunswick. Ici, c'est le Québec. Et ici, c'est la Nouvelle-Écosse. Et l'Acadie, donc la population acadienne aujourd'hui est concentrée sur la côte ici, mais ce n'est pas une entité politique. Culturellement, on utilise ce drapeau et il a été officiellement reconnu comme étant le drapeau des Acadiens. Mais la province, le Nouveau-Brunswick, a ce drapeau-là. Ces 2 photos ont été prises, puisque j'aime bien les drapeaux aussi, pendant mon voyage l'année dernière que j'ai fait sur la côte du Nouveau-Brunswick. Et c'est plein de photos de drapeaux, et quand je montre à ma famille ensuite les photos, qu'est-ce que tu as vu? Le drapeau. Oui, je crois que le nom vient de Brunswick en Allemagne. Et c'est un commentaire là-dessus ou... Oh non, ok, je pensais que c'était par rapport à ça. Mais le Nouveau-Brunswick a été créé au 19e siècle, si je ne me trompe pas. Au début, ici on voit la Nouvelle-Écosse, Nova Scotia en anglais. Et puis tout ce territoire-là faisait partie de la colonie Nouvelle-Écosse. Et par la suite, on a séparé les deux et créé la colonie séparée du Nouveau-Brunswick. Donc, et d'ailleurs, note aussi, je ne l'ai pas dit parce que j'ai voulu vraiment avancer vite, mais je vais le dire puisque j'ai le temps. Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au Canada. Donc, le Québec officiellement fournit des services en anglais, mais sur le papier au moins, c'est marqué, c'est langue officielle française. Les autres provinces sont aussi constitutionnellement obligées de fournir un certain nombre de services comme l'éducation en français aux francophones qui vivent là-bas, mais elles sont de langue officielle anglaise. Au Nouveau-Brunswick, il y a une loi au niveau provincial qui fait de l'anglais et du français les 2 langues officielles de la province. Oui. Oui. Ah, ok. Allez. Ouais. Ah, ok. Et, je pense que ça a dû arranger pas mal de gens le fait que le symbolisme soit double en fait. Parce que effectivement, si c'est la présence catholique, mais en même temps c'est la croix de Saint-Georges anglaise, donc peut-être que ça a dû faire les 2 rôles. En tout cas, peut-être c'est parce que je crois qu'il est assez ancien ce drapeau. Est-ce que vous avez vu là, la date de création? Hmm.
C'est pour ça que je pensais, mais bon point. C'est pour ça que j'ai lu différentes choses. J'ai pas trop voulu m'avancer parce que le symbolisme officiel, j'étais pas trop sûr. Surtout que à l'époque, 1833, je sais pas si c'est la présence catholique, étant donné que c'était, qui voulait mettre en valeur là. Donc, est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps pour quelques questions? Quelle heure il est? 10 minutes, ok, c'est bon. Mais on va finir. Ah oui, voilà, tu avais une question. Ah, alors, on dit, ok. Ça, ce qui se passe, c'est que l'application, particulièrement en ce qui a trait à l'affichage, on va revenir, l'affichage, l'affichage. On va en parler. Donc, comment on fait pour appliquer une loi sur l'affichage? Parce que, après tout, je peux être un commerçant et décider que non, moi, je décide d'afficher pas en français ou une autre manière. Donc, évidemment, pour ça, il y a des fonctionnaires qui sont chargés d'appliquer la loi, qui travaillent pour l'Office de la langue française, qui est une institution qui fait beaucoup de choses, de lexicographie, qui fait des ressources linguistiques, mais qui a aussi pour mission de faire appliquer la loi. Et on voit régulièrement dans les journaux des épisodes, donc tel restaurant a eu une amende parce que quelqu'un s'est plaint que bon, l'affichage en français n'était pas respecté. Et c'est vrai que souvent, c'est quelque chose qui va enflammer les médias rapidement. On va voir dans des journaux, particulièrement si c'est un journal anglophone, parce que le commerçant affichait en anglais, parce que souvent c'est ça qui va se produire. On va voir souvent des polémiques qui vont se créer autour de ça, la légitimité de la loi par rapport à l'affichage. Alors, moi, je pense qu'il y a un bien fondé à la prédominance du français dans l'affichage par rapport au fait que, bon, si on dit que la langue commune, c'est le français, c'est pas illégitime de dire qu'on affiche de manière prédominante en français. Maintenant, est-ce que certains fonctionnaires peuvent être trop zélés et peut-être ne mettre pas leurs efforts au bon endroit? C'est possible aussi. Je dirais que les deux sont possibles. Quelquefois, en tout cas, là c'est mon opinion personnelle. Je pense que les dispositions de la loi sont légitimes. Maintenant, c'est vrai que quelquefois, peut-être certaines décisions peuvent paraître un peu zélées. C'est possible. Mais c'est vrai que souvent, c'est le genre de choses, alors qu'il y a une relative paix linguistique à Montréal, c'est le genre de choses qui va enflammer les gens, qui vont faire qu'ils vont quelquefois s'insulter par commentaires interposés. Une guerre d'édition sur Facebook assez vite partie à partir d'un sujet comme celui-là. Ouais. Alors, c'est pas un point linguistique, mais le point auquel vous faites référence, c'est que au Québec, comme dans un certain nombre de domaines par rapport aux autres provinces, le Québec a des responsabilités supplémentaires, par exemple dans le choix des immigrants, et là, par exemple, dans la perception des impôts, alors que dans les autres provinces, le gouvernement fédéral perçoit les impôts fédéraux et provinciaux. Au Québec, on perçoit les impôts provinciaux par un rapport d'impôt qui va au ministère des Finances du Québec, séparé du rapport d'impôt qui va au ministère des Finances du Canada. Je crois que c'est une mesure d'autonomie, tout simplement. C'est-à-dire que le Québec, à une époque, a voulu affirmer sa capacité de percevoir ses propres impôts et donc d'être plus autonome fiscalement. Et c'est pour cette raison, à ma connaissance, qu'on a effectivement un rapport d'impôt séparé au Québec pour le gouvernement provincial. Je pense qu'on arrive à la fin, à moins que ce soit très rapide. Allez, très rapide, très rapide. En France, il y a ce qu'on appelle la loi Toubon du ministre qui l'avait conçue en 1994, mais elle est beaucoup moins forte. En France, comme dans la plupart des pays où la population parle une langue majoritairement, il n'y a pas deux systèmes d'éducation. C'est une particularité du Québec et du Canada. Tout le monde va à la même école. Tout le monde parle la langue. Tout le monde, en Allemagne, en France, en Italie, personne se pose la question en arrivant, est-ce que j'apprends la langue locale? Est-ce que j'apprends l'anglais? Non, tout le monde apprend la langue locale. Même chose en matière d'affichage. La loi en France contraint juste, par exemple, sur l'affichage commercial, à avoir une traduction, ça peut être en tout petit,
mais l'affichage peut être n'importe comment. Ben, la différence entre tous ces pays-là et le Québec, c'est que le Québec, de par donc, sa situation minoritaire en Amérique du Nord, sent quand même une insécurité. Toujours à tort ou à raison, mais sent une insécurité. Alors qu'en France, 60 millions d'habitants, en Allemagne, 80 millions d'habitants, en Italie, 60 millions d'habitants, État souverain depuis très longtemps, pas de polémique sur la langue, les gens ne se sentent pas en insécurité. Alors, on peut effectivement être pour ou contre l'affichage, en particulier qu'on voit assez souvent, publicitaire en anglais, etc. Mais les gens ne ressentent pas ça comme une menace. Donc, la loi répond au Québec à un besoin social qui est de celui de promouvoir le français dans un environnement où les gens sentaient et où probablement, jusqu'à un certain point, objectivement, c'est plus difficile. Je pense que je vais devoir m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous m'avez compris pour ceux qui ne parlaient pas français en tant que langue maternelle. Est-ce que oui? J'ai essayé de... OK, au moins vous avez compris, est-ce que oui? Parce que j'ai essayé de faire en sorte que ce soit accessible. Si vous avez eu des difficultés à comprendre, en fait, plus tard, vous pouvez me le dire. Parce que j'essaye de trouver le bon niveau de français qui permet à quelqu'un avec un niveau de français intermédiaire de bien comprendre ce que j'explique. Voilà, donc merci.